Alors, je voudrais donner la parole maintenant à Olivier. Olivier, vous avez un parcours de formation qui est différent. En tout cas, ce qui vous rassemble tous, je crois, autour de cette table et peut-être aussi dans cette salle, c'est le fait que vous êtes tous un peu passionnés par tout ce qui touche à l'aéronautique, à l'avion. C'est souvent une passion quand on travaille dans ce secteur d'activité. Et je crois que c'est un peu aussi ce qui rassemble les personnes qui sont autour de cette table et qui témoignent. Et vous, cette passion, elle est née assez tôt, puisque vous êtes rentré dans le secteur aéronautique par la voie de l'apprentissage. Oui, exactement. Je suis rentré à 16 ans pour une école d'apprentissage chez Air France, chez qui je suis resté une vingtaine d'années, avant de partir m'expatrier au Moyen-Orient, et en particulier à Abu Dhabi, où j'ai vécu quasiment 10 ans. J'y travaillais au sein de la compagnie nationale, Etihad Airways, où j'étais un des managers de leur contact, de leur centre d'appel, le Maintenance Control Center. Donc c'est un peu la hotline, et tous les appels du monde venaient sur nos téléphones, où nous avions le monde entier comme client, je dirais quasiment. Mais alors du coup, vous qui aviez fait une formation en maintenance, vous étiez derrière votre téléphone, c'est ça ? Tout à fait. J'étais derrière les téléphones, en gérant quand même une petite équipe qui était des spécialistes, un peu comme Leïla le disait, qui étaient des spécialistes de chaque avion, des spécialistes de la logistique et un spécialiste en design en part 21. D'accord. Et alors, vous avez occupé ce poste pendant un certain nombre d'années, et pourquoi vous avez eu envie, tout d'un coup, de reprendre des études ? Il y a souvent un écueil quand on arrive en France et qui reste aujourd'hui, à savoir quel est votre niveau d'études. Avant même de savoir ce que vous avez fait dans votre vie, on vous demande quel est votre diplôme. Et peu importe si vous l'avez passé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 6 mois, il est important d'avoir un certain niveau de diplôme pour prétendre à certains postes en France et malheureusement aussi un peu à l'étranger. Donc j'étais un peu arrivé au niveau d'un plafond de verre et il me fallait quelque chose pour le traverser, et le master était une des solutions que j'envisageais. Ça veut dire que vous aviez postulé à certaines fonctions et qu'on n'avait pas retenu votre candidature du fait de votre niveau de diplôme, qui était un niveau Bac+2, c'est ça ? À l'époque, je n'avais rien, donc j'ai commencé un parcours un peu plus ardu. Je n'avais que mon CAP de informatique, et un diplôme de niveau 4 qui n'existe plus aujourd'hui. Donc je suis passé par une licence pro en VAE pour arriver au Master 2 en VAP via le programme de l'avenir. Alors, est-ce que vous avez donc fait ce parcours qui est quand même assez méritant, l'air de rien, parce que se remettre comme ça dans les études et puis se replonger et puis retravailler, enfin je veux dire, c'est quand même un investissement personnel assez important. Est-ce que ça a été payant ? Est-ce que ça vous a permis d'occuper les fonctions que vous aviez envie d'occuper et pour lesquelles vous vous étiez formé ? Ah oui, déjà au sein d'Etihad, une fois que j'ai été diplômé, effectivement, je suis devenu l'adjoint de mon supérieur hiérarchique. Ça a été automatique ? Non, ça n'a pas été automatique. Ça a été en complément de mes capacités professionnelles. Entre mes collègues et moi, il a fallu faire un choix, et le choix, au final, a été fait en fonction des diplômes des uns et des autres. D'accord, ok. Et du coup, en devenant l'adjoint, vous avez pris des responsabilités et vous avez dû vous lancer dans le management. Voilà, donc lors de ces absences, au lieu de manager mes 4 collègues, j'en manageais une petite quarantaine. Donc oui, je suis rentré en France depuis, je travaille pour Embraer et j'ai effectivement 40-50 personnes à manager, et c'est pas du tout la même chose. Et chez Embraer, qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors chez Embraer, sur l'aéroport du Bourget, nous avons un centre de maintenance qui est le seul en Europe, même Europe, Afrique, Asie, qui est propriété d'Embraer. Donc nous sommes à la fois l'OIM et le MRO d'Embraer. Nous ne sommes pas en exclusivité. Les propriétaires d'avions Embraer peuvent aller ailleurs, mais nous offrons, nous, des services de l'OIM, à savoir un approvisionnement de pièces plus facile, une communication avec le Brésil plus facile, et tout ce genre de choses que vous pouvez avoir par le constructeur et que vous n'aurez pas par un tiers.
Par rapport au diplôme que vous avez, au master que vous avez passé, ce métier, c'est logique ou c'est pas logique? Alors, c'est logique en partie avec mon background très technique dans la partie quasi purement commerciale ou relationnelle. Mon background très technique me permet d'avoir ces connaissances techniques et derrière, le master support client m'a permis de comprendre les rouages du support client et de pouvoir répondre à des questionnements et à des gens divers. Vous voyez derrière moi, c'est une photo réelle de mon aire de jeu. Derrière moi, ces avions sont des avions d'affaires, de l'aviation exécutive, et pour nombre d'entre eux, sont la propriété d'individus. C'est pas des compagnies aériennes, donc j'ai les propriétaires d'avions qui viennent chez moi et la gamme des Embraer d'avions d'affaires va de 8-9 millions jusqu'à peu près 25 millions à l'achat. Et donc les propriétaires m'appellent et me disent bonjour, je vous dépose mon avion la semaine prochaine pour faire une visite 12 mois, une visite 24 mois. Et mon service commercial leur envoie la cotation, le devis, et c'est accepté ou pas, et l'avion arrive. Et là, démarre tout le processus, comme disait Leïla, on évalue l'état de l'avion, on informe le client que finalement son avion n'est pas en si bon état qu'il ne le croyait, le service commercial prend le relais pour la communication au jour le jour et la communication directe avec les sous-traitants, avec le client ou ses représentants. Et derrière, s'il faut escalader, je prendrai le relais pour m'adresser à d'autres strates hiérarchiques au sein de la logistique, au sein de la supply chain, au sein de notre bureau d'études au Brésil. Et de la même façon, s'il faut expliquer quelque chose au client en direct, je prendrai le relais. Merci beaucoup Olivier pour ce témoignage.